Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bande dessinée, de gognos et de mauvaise foi, bienvenue sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2. C'est votre rendez-vous hebdomadaire de bande dessinée pendant l'été sur CKRL. Si vous voulez faire la différence entre nous et l'émission La Vie en BD, eh bien, dans La Vie en BD, il y a moins de blagues de doolies. C'est comme ça qu'on les différencie. Ça revient d'ailleurs dans 3 semaines, je pense. Ben, peut-être, je sais pas. C'est pas annoncé encore. Il y a 15% plus de jokes de doolies. Ouais. Alors, donc voilà, bienvenue sur, sur E égale RG2. Votre rendez-vous BD. Je suis François Angers. Je suis en compagnie ce soir de Alex Drouin. Bonsoir. Tania Beaumont. Bonsoir. Et Guillaume Plante. Bonsoir. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que E égale RG2, eh bien, c'est une émission. Donc, on parle de BD depuis 3 ans sur les ondes de CKRL. La première saison, ce qu'on faisait, c'est qu'on analysait l'œuvre complète des albums de Tintin de façon tintino-ludique. L'année dernière, ce qu'on a fait, c'est on a pris les plus grandes séries de la bande dessinée, on a choisi, on est allé voir sur Internet quel était le meilleur et le pire album, et on en a parlé pendant une saison. Et cette année, ce qu'on fait, c'est un combat des genres. Donc, il y a plein de genres dans la bande dessinée. On a déjà fait science-fiction, fantastique, on a fait biographie, on a fait horreur la semaine dernière, et... donc voilà, on prend un genre, on a un ordre de sélection et donc le premier choix a le droit de choisir la BD qu'il veut. Si le deuxième voulait ce choix-là, eh bien c'est tant pis pour lui. Puis on n'est plus des amis. Non, ça fait très longtemps qu'on n'est plus des amis. Avec Guillaume, en tout cas. On sera plus jamais amis, personne. Mais on finit la saison. Oui, c'est un minimum. Contractuellement obligé. Et comment on détermine tout ça? Eh bien, c'est très simple et pas en même temps. C'est que nous, depuis la première saison, depuis l'album Le Lotus Bleu, on a une fascination pour un instrument qui s'appelle un goniomètre. Et Guillaume, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Un goniomètre est spécifiquement fait pour mesurer des gognos. C'est ce que ça fait. Et donc, nous, on s'était là fasciné pour les goniomètres, qu'on en a acheté un. Qui s'est un peu déréglé au cours des années. Même si Francis Desharnais pensait pouvoir le réparer il y a 2 semaines, eh bien, c'est pire encore, ça s'est pas amélioré du tout. Là. Non, faut pas essayer un BDS pour réparer quoi que ce soit. Non, hein, c'est pas... on pourrait penser que, mais non. Donc, le goniomètre s'est déréglé et c'est lui qui a un peu pris le contrôle de l'émission et c'est lui qui détermine le genre de la semaine et également il détermine l'ordre de sélection selon des offrandes que nous devons lui faire. Et cette semaine, le goniomètre a jeté son dévolu sur le genre de la BD historique, qui est un genre un peu fourre-tout, hein, parce que ça peut être plein d'affaires, c'est ça. Ça peut être plein d'affaires, sauf peut-être science-fiction. Et encore. Oui. Donc voilà, ce soir, BD historique. Et justement, on vous pose une question. On est interactif quand même. On a tous des bidules autour de la table qui vont vous permettre de vous répondre si vous nous écrivez. Puisqu'on vous pose une question sur notre page Facebook, qui est le facebook.com/RGCKRL. On vous pose la question, quelle est votre BD historique préférée? Il y a déjà des réponses. On va vous en parler au cours de l'émission. Donc, continuez de nous faire vos suggestions de BD historiques. Et on a également sur Twitter, on n'a pas de compte Twitter, mais on a un hashtag personnalisé dans lequel on met beaucoup d'efforts, d'énergie et d'argent, qui est le hashtag MatraqueMolle, sur lequel vous pouvez également nous contacter. Une autre drôle de fascination. Oui. Il reste beaucoup de place dans le hashtag, à quel point qu'on a même sous-loué une partie du hashtag pour mettre un David Stee. Dégustation et place. Oui, c'est ça. Ouais, essayez la limonade électrique, c'est délicieux. C'est très bon. D'ailleurs, c'est très important s'hydrater ce soir, il fait très chaud. Hein? Tout le monde est correct? Oui. Ça va. Malheureusement, l'équipe ne suit pas mes conseils et ne s'habille pas en lin. Non, moi, je suis pas du tout. On n'est pas du tout en lin. Moi, j'ai ma vieille eau d'hier soir qui est encore très très chaude et qui a passé la nuit dans mon coffre d'auto. J'ai bu un gros verre de lin avant de venir. Je me suis mélangé. Moi, j'ai une paille en métal, hein, bien sûr, pas une paille en plastique, mais dans mon genou pour y boire l'eau qui se trouve. Alors, en cas de besoin. Est-ce que c'est comme une blague d'opération? Ouais. Oui. Et tu juste admettre que tu souffres de la goutte. Oui. C'est celle qui fait déborder le vase. Voyons donc.
Que dire de plus? Sinon que la semaine dernière, c'était le sujet, le combat des genres, c'était la BD horreur. Et on vous a demandé, puisque le goniomètre, à la fin de l'émission, a besoin d'une offrande, a besoin d'un sacrifice. Il sauve 2 bandes dessinées et c'est à vous de déterminer quelle sera la BD, la meilleure BD dans le genre. Donc, la semaine dernière, c'était horreur et vous avez déterminé par un très petite marge que c'était Les Cousines Vampires qui était la meilleure BD d'horreur de tous les temps. De tous les temps. Donc, c'est consacré à l'histoire. C'est immuable. Dans tes dents, Mary Shelley puis Bram Stoker. Alors voilà, et également si vous voulez réécouter tous ces épisodes-là, depuis la première saison, c'est disponible sur iTunes bien sûr, sur le erg2.com également, et sur Google Play. Et là, comme à chaque semaine, je fais un petit tour de table pour savoir combien vous pensez qu'on a d'abonnés sur Google Play cette semaine. Est-ce qu'il y a eu du mouvement? Alex? Moi, je vais dire 14. Tania? Moi, je veux dire 0. Là. Je veux dire la racine carrée de -1. Ah bien cette semaine, c'est Tania qui l'a. 0. Yeah! Bravo, Tania. J'ai appris après 11 semaines. Alors voilà, c'est disponible en balado. Donnez-nous des étoiles si vous voulez. Si vous avez des étoiles disponibles dans votre... Des étoiles mystérieuses. Dans votre barge à étoiles. Alors voilà pour tout ça. On va commencer, donc on va faire le premier tour de table pour vous dire quelle est l'offrande qu'on a fait au goniomètre, quel est notre rang de sélection et quelle est la bande dessinée qu'on a choisie, encore une fois, dans le thème de la BD historique. Et cette semaine, c'est moi qui ai eu le privilège d'avoir le premier choix, tout comme la semaine dernière. Et mon offrande au goniomètre, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé son vrai père. J'ai trouvé le vrai père du goniomètre. Wow! Ouais. Et ça va, même que ça va passer là, à Canal Vie là, cet automne. Ah, c'est smart. Surveiller les. Dans l'émission, il a trouvé son vrai père. Oui, il a trouvé son vrai père. Solide. Donc, ça a été très touchant. Ouais, bravo. Beau moment. Et j'ai choisi la BD Giant de Michael. Deuxième choix cette semaine, Alex Drouin. Oui, et on se rappellera que la semaine dernière, j'avais fait une offrande au goniomètre de lui dire qu'on devrait renommer ça en gogne-offrande. Alors, ma gogne-offrande au goniomètre cette semaine. Moi, j'embarque pas là-dedans. Moi et le goniomètre, on a une relation bien spéciale. Pas moi. Alors, ma gogne-offrande de cette semaine, c'est que j'ai offert une séance de photos de charme, un style sexy, semi-érotique au goniomètre. Quand même. Mais non pas une séance de photos que lui peut utiliser, c'est-à-dire une séance de photos de charme de moi, séance de photos de charme que j'ai offert au goniomètre. Et visiblement, je lui suis tombé dans l'œil, dis-je bien. Et donc, ben, smart. Oui, c'est quand même assez gentil. Ben, ça va être probablement la seule affaire sexy et érotique de l'émission, sachant que mon choix s'est arrêté sur Les Cahiers russes, la guerre oubliée de Caucase, un récit témoignage d'Igor. Et ça, il n'y a pas de quoi rire dans cette histoire. Troisième choix, Tania Beaumont. Ben, la semaine dernière, avait donné des cartes cadeaux de magasins qui n'existent plus. Ben oui, il était fermé. Ben ouais. Fait que là, je suis restée dans la carte, mais j'ai décidé d'acheter ces cartes opus pour le reste de l'année. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 300 quelques piastres? À peu près ça, mais là, je suis troisième parce que je l'ai pris pour personnes âgées. Oui, Je pense que ouais, je l'insulte un petit peu, donc en troisième place. Il était très heureux. Mais en troisième place, et j'ai pris une bande dessinée que je dois avouer avoir achetée il y a déjà quelques années à ce point-là, qui est dans une série de Ils ont fait l'histoire. Donc on parle de personnages historiques. C'est très dans le thème. Et c'est Jaurès. Donc on parle de Jean Jaurès. Et là, je ne conjugue pas mal. Le fameux boulevard. Oui, le fameux boulevard qu'on retrouve dans toutes les grandes villes de France. Jean Jaurès à l'honneur ce soir. Et terminé avec Guillaume Plante encore pour une 13e semaine consécutive. Comme oui, d'hab. ça fait même pas 13 semaines que l'émission existe. C'est ça, j'ai vraiment une relation tendue il y a vraiment une relation tendue entre le goniomètre et moi. Alors cette semaine, j'ai fait le pire cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. J'ai donné un Panettone. Oh mon Dieu, voyons donc. Ouais, c'est. Bien sûr, tu peux pas recevoir un Panettone puis être ouvertement fâché. Fait qu'il m'a comme regardé dans les yeux et comme fait c'est smart, mais tu sais. Il y a le contrat social qui fait que... Hey, on n'est même pas au mois de novembre. Là. Ouais. Novembre, c'est limite pour donner ça. Là. J'ai trouvé un gars, quelque part, sur la rue d'Auteuil, là, qui avait comme des Panettone dans son trench coat. Là. J'en ai acheté un à 25% de rabais. Là, Arc. Je pense que c'était même un Panettone no-name. C'était un Banettone. Oh non. Mais ça m'a... Quand même. Mais t'as quand même eu un choix intéressant. Oui, ça m'a permis de vous parler ce soir des 2 albums de la série Arc of Vagrant de Kate Beaton.
Parce que, tu sais, ça reste qu'on est quand même juste 4. Hein. Quand on regarde ça, tu sais, bien froidement, là, on est 4. Là. Il y a plus que 4 BD d'un même genre. Il y en a précisément 9. Oui. On va faire 2 semaines sur le sujet. Ouais. Alors, on va vous parler de nos BD dans quelques instants. On va écouter une chanson, mais juste avant, ça se fait pas tout seul, une émission comme ça. Vous comprenez bien que ça nous prend des sous. On peut pas faire ça, on peut pas faire ça pour rien. Hein, parce que faut lire des BD. Faut lire des BD. Payer notre abonnement à la bibliothèque. Exactement. Ben, moi, je paye. Oui, mais c'est correct. On s'en reparlera. Je dois vous dire, avant d'aller plus loin, que cet épisode de égale RG2 est une présentation de l'Entrepôt de l'Histoire. L'Entrepôt de l'Histoire, depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste pour tous vos besoins en personnages historiques. Que ce soit pour une fête d'enfants ou un méchoui, nous avons plus de 50 000 personnages historiques en inventaire dans notre nouvelle succursale située dans l'ancien Steinberg des Galeries de la Canardière. Que ce soit de Jacques Cartier au Général de Gaulle, en passant par la Reine Victoria et Nelson Mainville même. Jusqu'au 21 août, profitez de nos rabais à 50% sur les premiers ministres provinciaux. Nous avons encore quelques Maurice Duplessis disponibles. Collectionnez-les tous, bien évidemment. Et à l'achat de répliques grandeur nature de la grande hermine et de la petite hermine, obtenez la moyenne hermine tout à fait gratuitement. À l'Entrepôt de l'Histoire, on s'en sac pas comme de l'an 40. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on peut continuer une autre semaine, encore une fois. On va se rendre à la fin. Hein. Grâce à eux. Oui, merci beaucoup à tous nos commanditaires qui nous permettent de continuer chaque semaine. On va entendre une première pièce musicale dans l'émission. On va écouter les Flaming Lips avec Pompey am Gotterdamrung et on vous revient tout de suite après.
Flaming Lips avec la pièce Pompeii am Gotterdamrung. Ça s'écrit comme ça se prononce. Toute la toune a essayé d'écrire à Tania pour savoir comment ça s'écrit. C'était pénible. Ben, on l'a eu. On l'a eu. À la gang, hein? On l'a eu. Alors, vous écoutez l'émission E égale RG2. On parle de bande dessinée parce que, bien sûr, et on a encore la preuve ce soir, il n'y a pas de meilleure façon de passer son été que de rester à la maison, s'embarrer et de lire de la bande dessinée à l'intérieur. Qui dit été dit BD. Oui. Entre parler de BD puis passer du temps avec des êtres chers, le choix est facile. Très, très, très facile. Donc, ce soir, on parle de bande dessinée historique. On a, tout juste avant la chanson, on vous a fait notre ordre de sélection, nos offrandes au goniomètre. Et maintenant, c'est le temps de parler de nos BD respectives dans l'ordre que le goniomètre nous a attribué. Et c'est à moi de commencer. On va commencer ça avec Giant de Michael. Pardon, pendant que je prends une gorgée d'eau chaude. De vieille eau. C'est épouvantable. De l'eau historique. Oui, vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est Giant? Ben, vous avez peut-être vu ça dans des vitrines de magasins cette année et l'an dernier, puisque c'est quand même un des beaux succès récents de la bande dessinée européenne. Et c'est paru donc en 2017 et en 2018 chez Dargo. Moi, je suis assez Team Dargo depuis le début de la saison et ça se confirme encore une fois. Et il y a un truc, Michael, pour ceux qui ne le savent pas, Michael, c'est un Français. C'est comme ça. Mais il habite à Québec depuis plusieurs années et donc il a fait partie pendant un certain temps de la Shop à Bulles avec JF, Richard Valran et Paul Bordelot. Et il a travaillé pendant quelques années sur la série Promise. Et là, c'est sa première œuvre, on peut dire sa première œuvre mature en solo. Donc il a écrit et dessiné. Et qu'est-ce que c'est Giant? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un ouvrier pendant la construction du Rockefeller Center à New York dans les années 30. Donc, on est en pleine dépression. Il y a plein d'immigrants qui débarquent à New York et qui essaient de se trouver un boulot. Donc, on est là-dedans. Ça commence avec tous les ouvriers, là, les ouvriers qui attendent à la porte du chantier pour voir s'ils vont peut-être pouvoir avoir un petit boulot pendant la journée. Et le personnage principal qu'on suit, c'est Giant, qui est une espèce de pas un matamor, mais une espèce de grand bonhomme, un gentil géant, un vrai de vrai gentil géant. Un gars, il parle pas beaucoup, il fait ses petites affaires, il socialise pas beaucoup. Il a un ami sur le chantier. Et ce qu'on apprend, c'est que ce Giant, c'est qu'il y a un des ouvriers qui est décédé. Et il a continué d'écrire à sa veuve pour faire croire que donc, ce gars-là était toujours vivant. Et ce qu'on va comprendre, c'est que la veuve, si on veut, la fin du premier tome, puisque c'est en 2 tomes, la veuve s'en vient à New York. Donc, un peu les intrigues de cette BD-là, c'est qu'est-ce qui va se passer quand la veuve va apprendre que son mari est mort dans le fond et que c'est quelqu'un d'autre qui lui écrivait. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Et également Giant, justement, on imagine qu'il y a un passé, justement le fait qu'il parle pas à personne, qu'il fait ses petites affaires, on s'imagine qu'il se passe des trucs qu'il s'est passé des trucs dans son passé. Donc c'est un peu ça la trame narrative de l'histoire. Mais j'ai une question très importante. Vas-y. Est-ce que c'est une adaptation BD de la chanson Gros Jambon de Réal Giguère? Un instant, laisse-moi regarder vite. J'ai pas l'impression. Je ne penserais Il y a des similitudes. Je suis peut-être un peu déçu. Il est pas gros, il est juste grand, il est juste bien baraqué, là. C'est comme un joueur de ligne au football. Est-ce qu'il pesait 300 livres et il mesurait 7 pieds? Écoute, Guillaume, je vais vérifier après l'émission ou pendant ton intervention, mais à première vue, j'ai pas l'impression. OK. Ce qui est super intéressant dans cette BD-là, c'est vraiment la reconstitution historique. Ce New York-là des années 30, c'est toujours super fascinant. On l'a vu un peu au cinéma, on l'a vu dans Once Upon a Time in America de Sergio Leone, dans Le Parrain 2, où c'est un film qui n'a pas été vu beaucoup, qui est un film un peu obscur qui s'appelle The Immigrant avec Marion Cotillard, que moi j'avais bien aimé. Ça se passe un peu dans cette époque-là. C'est toujours très fascinant, cette époque-là. Michael, il reconstitue bien cette époque-là, tout en ombre aussi, tout est sépia. C'est très... Si vous avez lu Promise et que vous voyez Giant, il y a vraiment un progrès marqué là, dans les deux cas. C'est vraiment une œuvre splendide.
écoute, ça a fait un très beau succès partout dans le monde. C'était dans plein de top 10 à la fin de l'année. Et ce que j'ai trouvé un truc intéressant que j'aime bien avec justement avec l'approche de Michael, c'est que lui, il est venu s'établir au Québec et il s'est quand même il s'est bien intégré à la communauté. On l'a côtoyé un peu avec l'impro BD et des trucs comme ça. Et il pose pas un regard sur l'immigrant qui arrive au Québec. Peut-être comme certains Français, des fois, vont venir ici faire des BD ou faire des résidences ou, comme peut-être Régis Loisel, venir habiter ici pendant un certain temps. Et ils ont toujours un regard un peu folklorique sur le Québec. Ils vont toujours faire même si c'est bon, ils vont toujours avoir le regard folklorique du Québécois, alors que Michael, lui, il s'est intégré. Son personnage, il porte pas un regard nécessairement sur le Québec, il porte vraiment un regard sur l'immigration en général. Qu'est-ce que c'est être un immigrant? Et c'est intéressant. Donc, il a mis ça à New York. Et ça marche super bien. Et il va même avoir son propre... Tu sais, vous savez, en ce moment, les univers, ça marche beaucoup. Hein, Marvel, son univers. Oui, les multivers. DC Comics, ils essayent, là, mais ça marche pas. Travaille fort. Ben, Michael, il va avoir son univers à lui aussi, puisqu'il prépare... donc, la Giant, c'est terminé, 2 albums. Une autre série qui s'appelait Boot Black, qui est en train de la terminer en ce moment même, mais sur sa page Facebook, là, il vient de poster la version finale de la couverture. Et ça va se passer à la même époque. Il va y avoir peut-être certains personnages qui vont apparaître dans les 2 bandes dessinées. Donc, c'est l'univers BD de Michael. Est-ce que Boot Black va être une adaptation BD de la chanson Gros Jambon de Réal Giguère? Écoute, je l'ai pas lu encore. Peut-être. Peut-être la 3e série, Big Ham. Peut-être. Le Realverse n'est pas compatible avec le Michaelverse. Oui, le Michaelverse, on pourrait appeler ça comme ça. On peut toujours rêver. Donc, voilà pour Giant, qui est ma sélection cette semaine. On va y écrire à Michael, on va lui demander. Ah, ce serait cool. Ah, on a bien ri, on s'est bien amusé. Maintenant, ça va être vraiment très triste. Oui. Et sortez vos mouchoirs. Sortez vos mouchoirs ou votre colère, peu importe ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vous parle des Cahiers russes, la guerre oubliée de Caucase de Igor. Igor, écrit avec un T, I-G-O-R-T, mais prononcé Igor. J'ai fait mes recherches. Nous sommes des professionnels fortement commandités. C'est paru aux éditions Futuropolis en 2012. C'est un récit qui retrace une partie du parcours d'Anna Politkovskaya, en fait, elle qui était une journaliste semi-militante en Russie, et de son intérêt pour le conflit tchétchène russe justement, les deux ensemble, mais qui, selon plusieurs, a conduit à son assassinat en octobre 2006. Donc, Anna Politkovskaya est décédée dans un saccage d'ascenseur de son habitation, en fait, criblée de balles. Donc, c'est sûr que ça n'a pas l'air d'un accident quand on le dit comme ça. Ça part mal. Là. Ça part bien mal. Et on se promène à travers plusieurs époques pour retracer justement une partie de la vie de cette journaliste qui écrivait pour un journal qui s'appelle, et qui est toujours actif à ce jour, selon ce que j'ai cru comprendre, le Novaya Gazeta, qui dérange un peu beaucoup passionnément le Kremlin, alors que le journal met en évidence ce qui se passe en Tchétchénie. Alors on suit le combat de cette dame-là, Anna Politkovskaya, et d'autres histoires humaines de gens proches des événements qui l'ont côtoyé, d'autres personnes qui travaillaient pour ce journal-là, des gens qui sont allés en Tchétchénie, autant des soldats russes que tchétchènes. On retrace certains événements qui ont affecté la vie de plusieurs des personnes mis en lumière dans ce livre, qui sont tous des personnes réelles, selon ce que je comprends. Il y a certains éléments où j'ai eu un peu plus de difficulté à me mettre en position, à savoir si c'était une personne réelle ou si c'est plus une espèce d'adaptation de quelque chose qui aurait pu arriver. Mais bref, c'est ce qui se passe. Et puis j'ai regardé quelques entrevues, en fait, pour comprendre un peu mieux la façon de procéder pour cette bande dessinée-là d'Igor. Alors lui, ce qu'il expliquait, c'était ça ici, c'est qu'il se prétend pas journaliste du tout, mais en paraphrasant Staline, étonnamment, oui, alors qu'il disait que 1 million de morts, tous, c'est ça, hein? 1 million de morts, c'est une statistique, mais une mort vue de près, c'est une tragédie. Donc lui, il souhaitait présenter plusieurs histoires de proches, en fait, au lieu de parler de grandes statistiques. Ce grand conflit a fait tant de morts ici ou ça. Il fallait vraiment faire 1 million de tons. Oui, 1 million de tons, mais ça c'est non, mais on suit quand même plusieurs personnes dans cette bande dessinée-là, dans l'histoire, comme je disais, des soldats tchétchènes, des soldats russes, Anna Politkovskaya notamment, puis il y a une autre personne, une dame aussi, qui a l'air d'être en contexte, on dirait presque d'entrevue avec Igor, qui parle un peu de la vie d'Anna Politkovskaya, en fait. On retrace plusieurs événements réels qui sont arrivés. Le plus marquant, probablement, certains s'en rappelleront tous, peut-être, tristement, en fait, la prise d'otage à l'école de Beslan en 2004, qui avait fait 300 quelques morts. Là, on en parle un peu là-dedans. On parle également d'une autre prise d'otage qui avait eu lieu dans un spectacle où Anna Politkovskaya avait été appelée à être médiatrice avec
plus ou moins de succès selon ce qui a été dit au fil de cette histoire. Donc c'est très triste toute cette histoire-là, l'influence russe qu'il peut y avoir à travers ce conflit-là, la présence multitentaculaire du Kremlin, la peur d'être suivi, ça a presque l'air d'un récit d'espionnage par moment. Dessin très réaliste au niveau de cette BD-là. L'histoire des événements sont très durs, très brutaux. On met pas nécessairement en lumière la grande violence. Dès le départ, on voit une planche où on voit une partie du cadavre d'Anna Politkovskaya dans sa cage d'ascenseur, mais c'est rien de très graphique et très trash, si je peux dire. C'est fait étonnamment d'une cruelle beauté là, qui nous remet un peu en question par nous-mêmes à savoir ce qui se passe. Et je trouvais ça intéressant de le lire à ce moment-ci dans le climat politique actuel où la Russie fait un retour en force dans l'actualité pour se rappeler un peu de qu'est-ce qu'ils ont pu faire historiquement, parce que c'est le thème de l'émission de cette semaine. J'ai lu ça tout d'un coup parce que j'aurais pas pu arrêter, sinon j'aurais pas eu le goût d'y retourner probablement. Alors c'est assez fascinant comme récit témoignage à lire pour se remettre dans le bain. Les carnets russes d'Igor. Tania Beaumont. Jaurès qui vient d'une espèce de non-passion pour Jean Jaurès, mais plus d'une blague de pourquoi en France il y a autant de boulevards Jean Jaurès. Alors, en tout respect, bien sûr. En tout respect, après avoir eu une explication un peu hautaine d'une Française qui me mettait en contexte en me demandant si j'étais au courant que la France avait été investie et plongée dans une grande guerre au début du 20e siècle. J'ai dit, ah oui, il n'y en a pas une deuxième par hasard? Elle m'a dit, mais si! J'ai dit, ok, c'est beau, je vais aller chercher mon information ailleurs. Et où mieux que dans une bande dessinée? Il n'y a pas de meilleur moyen. Il n'y a pas de meilleur moyen. Non. Surtout que c'est une série, ils ont fait l'histoire, donc on retrace plusieurs personnages importants, dont Charlemagne aussi, Napoléon qui en fait partie de cette série. Et finalement, j'ai compris qui était ce personnage qui est lié, oui, à la Première Grande Guerre mondiale, parce qu'il était pour la paix. Hein? Quoi de mieux que de se faire tuer quand on prône la paix. Jaurès qui était un politicien qui était bien connu pour ses grands discours et aussi pour prôner la paix, pour essayer de travailler en ce sens. Il était directeur politique du journal L'Humanité, donc un socialiste qui voulait la paix de toutes les manières. Et dans cette bande dessinée-là, on voit les derniers moments de sa vie juste avant le déclenchement de la guerre officiellement en 1914. Donc c'est l'été 1914, mais on replonge aussi dans des moments marquants, par exemple sa première élection. On voit aussi d'un autre côté qu'est-ce qui s'est passé avec son tueur qui était évidemment contre la paix et pensait que la guerre était contre les idées socialistes, donc Jaurès devait mourir. On rentre dans la chambre, par exemple, de ce jeune homme qui était convaincu qu'il fallait éliminer Jaurès. Donc on ressasse sa vie comme ça. On met aussi beaucoup l'accent sur ses discours, les derniers qu'il a tenus juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et ça se termine, je brûle aucun punch, par sa mort, par son assassinat. Ben oui. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Jean Jaurès. Donc c'est vraiment une courte période de sa vie. C'est quand même en bande dessinée en version 48 pages. Donc on est allé à l'essentiel, disons, et au moment très très important de Jean Jaurès. Mais voilà qui il est et pourquoi il a autant de boulevards à son nom. C'est maintenant expliqué. C'est maintenant réglé. Oui. Quatrième choix, dernier choix pour ce soir, Guillaume Plante avec Hark Vagrant. Oui, Hark Vagrant, c'est une compilation d'un webcomic, une bande dessinée publiée sur Internet. C'est vraiment, c'est un mode de publication très populaire. Maintenant, il n'y a plus moyen de pitcher une garnotte dans la rue sans tomber sur un webcomic quelque part. Hark Vagrant, c'est fait par Kate Beaton, une jeune femme de la Nouvelle-Écosse qui est diplômée en histoire et en anthropologie, qui a décidé de faire de la bande dessinée parce que c'est plus payant qu'être historienne, probablement. Il y a des bonnes chances. Et c'est tant mieux parce que c'est incroyable ce qu'elle fait. Son webcomic a été lancé en 2007. Ça fait 11 ans que ça roule. Et elle a eu une compilation, je pense que c'était auto-publié en 2009, mais elle a eu une vraie édition chez Drawn and Quarterly, donc une maison d'édition montréalaise. Et il y a eu une deuxième compilation publiée en 2015 qui s'appelle Step Aside Pops, donc une deuxième compilation. Et il y a une traduction, Diantre un manant, publiée chez Cambourakis en 2014. C'est quand même une bonne traduction, je trouve. Ah, ok. Je l'ai pas lu. C'est quand même pas pire. Oui, et si vous avez des enfants, elle a publié
2 livres pour ce public-là, La princesse et le poney et Le petit roi chez Scholastic. J'ai les 2 chez moi et c'est 2 merveilleux ouvrages. Mais Arc of Vagrant, c'est quoi? On peut pas mettre le doigt précisément parce qu'elle a ratisse vraiment très large. En tant qu'historienne, elle a un livre avec toute l'histoire du monde dedans, bien sûr, parce que toute l'histoire du monde est dans un livre. Oui, Gros livre. Le livre de l'histoire. Alors, elle s'amuse à mettre souvent le doigt sur des faits historiques un petit peu moins connus, comme par exemple, elle parle de Robert Peary, un explorateur qui aurait découvert le pôle Nord, alors que c'est plutôt son assistant Matthew Henson qui était parti en éclaireur avant, pendant que Perry avait des engelures aux pieds. Pourquoi on l'a pas su? Ben, turns out que Matthew Henson est noir. Puis à l'époque, il n'y avait pas bonne publicité. Et alors, elle se fait vraiment beaucoup de fun. Tu sais, il n'y a pas... Il y a quand même il y a un ton assez particulier à ces histoires. C'est toujours un mélange entre la grande histoire de l'humanité et Clueless. Oui, c'est ça. c'est toujours un peu... Tout le monde, pour reprendre le terme que tu avais dit pour le décrire, tout le monde est un petit peu bitch. Ouais, c'est ça. C'est inexplicablement drôle. C'est vraiment les tournures de phrases qu'elle utilise. Elle a vraiment sa propre voix que je vois nulle part ailleurs, autant à la TV que dans les bandes dessinées. Elle a vraiment sa voix à elle, c'est unique. Comme il y en a, je pense c'est Chopin et Liszt qui se chicanent comme si c'était 2 ados de 16 ans, oui, 2 adolescentes. Ils sont juste complètement imbus de lui-même. C'est pas juste sur l'histoire aussi, elle prend beaucoup les reprises d'ouvrages littéraires. Shakespeare passe vraiment au cash. Les livres de Jane Austen aussi, même les comic books de super-héros, où est-ce que par exemple on peut voir Wolverine qui retombe à l'état sauvage, mais il agit vraiment comme un chat de maison qui est en chaleur. Des fois, elle fait du fun en imaginant la vie d'un couple de gueux au 15e siècle, ou des fois, on voit juste des moments purement absurdes, comme le vilain petit canard qui se fait poser des faux seins. Pourquoi pas? Des bons punchs comme Georges Frédéric Handel qui se fait demander Piano Man puis que ça le tanne vraiment. Ou des fois, elle se paye des trips comme elle juge des livres à sa couverture avec des livres de Nancy Drew, où est-ce qu'elle imagine... elle imagine, elle voit juste... la couverture et elle imagine l'intrigue en 3-4 cases, qu'elle fait notamment avec les couvertures de Edward Gorey, qui dans le temps il en a fait des milliers de livres. Alors elle fait juste regarder la couverture puis elle punch là-dessus, s'imagine ce qu'il y a là-dedans. Donc selon elle, l'autobiographie de William Butler Yeats, ce serait à propos d'un oiseau géant qui se serait lancé dans la poésie. C'est vraiment absurde, c'est déjanté, c'est tout sauf des carnets russes de gens qui meurent. C'est le contraire. C'est vraiment rafraîchissant. C'est en 2 tomes. Je pense qu'il y en a juste un en français. Si vous pouvez carrément regarder son site web. C'est vraiment une petite mine d'or d'humour. Et en plus, si vous êtes willing, vous pouvez vous renseigner sur les sujets qu'elle aborde. On en apprend tout en s'amusant. Vraiment, littéralement. Oui, carrément. D'habitude, quand on dit ça, on bullshit sévère. Mais là, c'est vrai. Parfait, donc voilà, Arc of Vagrant de Kate Beaton, ça clôt la première partie de l'émission. On va y aller avec une pause publicitaire. On va écouter également le groupe Phoenix avec la pièce 1901 et on vous revient tout de suite après. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Counting all different ideas drifting away.
Phoenix avec 1901 sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2. On parle de BD historique ce soir et d'ailleurs la chanson, le lien, c'est 1901 qui est une année parmi toutes les années qu'il y a eu dans l'histoire. Une année où la reine Victoria est morte d'ailleurs. Ah ben. Ben oui. Donc voilà, c'est. On apprend des affaires! Vous avez pas l'air plus troublé ça par cette. Non? Ça fait longtemps que c'est arrivé. C'est vrai. Savait Non, déjà t'as pas tort. Moi, si j'ai pas lu la BD, ça m'intéresse moins. Ouais, t'as bien raison. Il y a sûrement des jokes de Reine Victoria dans Arc of Vagrant, Guillaume? Oh, il y a de tout. Ouais, il y a les Tudors, ouais, mais c'est les sexy Tudors. Ouais. Alors, comme on vous disait au début de l'émission, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook pour nous faire des suggestions de bandes dessinées historiques. On en a déjà quelques-unes. Il y a Gilles Chomel de La Maison. Oui. De La Maison ici. C'est Karel qui nous suggère Murena, un truc, c'est une histoire romaine. Genre de BD que tu vois toujours dans les magasins de BD, mais que tu lis pas. Moi, en tout cas, j'ai jamais lu ça. Non, Guillaume? Non, j'ai pas lu. Non, Non plus. Iris Boudreau, qu'on salue, qui nous suggère Les 7 vies de l'épervier, et Thomas-Louis Côté, grand bonze de la BD à Québec, qui nous suggère Mouse, que Guillaume voulait choisir au départ, mais que... mon premier choix, c'était Arc of Vagrant, parce que j'étais sûr que quelqu'un allait prendre Mouse. Mais personne n'a pris Mouse. Je m'étais dit, bon, je garde-tu mon choix? Parce que moi, dans le fond, mon but cette saison-ci, c'est juste de parler de mes livres préférés en les rentrant acrobat dans les catégories. Ouais, mais finalement... Ce que tu fais très bien. Oui, on m'a suggéré, vu qu'on veut y aller... Une petite lecture un petit peu plus légère. J'étais en vacances, là. L'Holocauste, c'est peut-être de quoi. On avait déjà Alex. Oui, personne m'avait fait passer le mémo. Il fallait quelque chose de léger. J'ai pas encore lu Mars. Il va falloir que je le fasse quand même. C'est une BD qui a gagné. Tu l'as pas lu? Je l'ai pas lu. Ben là. Non, mais c'est quand même une BD qui a gagné un Pulitzer. Alors, c'est peut-être de quoi qu'il va falloir que je lise à un moment donné. Probablement. Moi, il y a plein de prix Pulitzer que j'ai jamais lu non plus. C'est pas très grave, là. As-tu une BD sur les prix Pulitzer? Ça pourrait être... Peut-être l'histoire du prix Pulitzer en BD. Voilà, donc facebook.com/RGCKRL pour nous faire vos suggestions de BD historiques. Amenez-les. Même si c'est après l'émission, c'est pas très grave. Et on a également le Twitter #MatraqueMolle. Vous pouvez nous écrire sur le Twitter. Il n'y a pas de problème, même si, comme on l'a dit, on a sous-loué une partie à David City. Ouais, mais c'est un bail d'un an, fait que si jamais on a besoin... Alors, on va y aller, deuxième partie de l'émission, on va y aller avec le grand quiz du goniomètre. Le Gogno Quiz. Le Gogno Quiz. On va y aller encore une fois. Je vous demande de rester dans l'ordre de sélection que le goniomètre vous a attribué. Donc, y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne? On va commencer avec moi. Pas vraiment. Ça se passe toujours dans les airs. Il n'y a pas vraiment de caverne dans les airs, ni d'allégorie. Il n'y a pas de personnes qui se font éliminer de derrière. Oui, non, pas vraiment. De mon côté, on se rappellera que c'est la partie aucun fun de la soirée. La détention des civils en Tchétchénie se fait dans des fosses profondes creuses qui sont creusées à même le sol, on le rappellera, recouvertes de planches de bois et dans lesquelles les belligérants devront rester pendant plusieurs jours, voire semaines, dans leur propre restes humains. Alors, c'est pas très glorieux, mais c'est la seule référence que j'ai trouvée à ce qui pouvait se rapparenter à une caverne. Puis là, moi, il va falloir que je passe après ça à toutes les questions. Ouais. Moi, je pense que de vivre en croyant que la guerre, c'est bien, de tuer presque le seul homme qui est pour la paix et qui travaille là-dedans, c'est vivre dans une caverne. Voilà. Dans Arc of Vagrant, on parle d'à peu près tous les personnages de l'histoire, sauf probablement 3. Et Platon fait partie de ces 3-là, malheureusement. Alors, il n'y a pas de mention d'allégorie de la caverne. C'est dommage. Deuxième question, y a-t-il une citation de Marcel Proust? Dans Giant, il n'y en a pas. Il y a beaucoup des gens qui disent aux autres on embraye, donc il faut ça embraye beaucoup. Et il y a un personnage aussi qui s'appelle qui dit ici Walter Winchell au microphone, et moi j'aime toujours ça, les noms en allitération. Ah, et d'ailleurs, moi c'est au début, hein, il y a comme c'est un dessin de vieille radio là dans cette dans Giant. Ah, c'est beau.
J'ai vraiment trippé sur ces dessins-là. Ben moi, dans les cahiers russes, mot-clic, pas de Proust. On y va par contre avec quelques références à d'autres auteurs, Tolstoï et Dostoïevski, parce qu'on se rappellera qu'on est dans un contexte russe. Et il y a quelques passages en fait dans la BD où on voit comme si c'était un cahier de notes en fait avec un cahier de notes ligné lorsqu'on parle pas nécessairement du conflit russe-tchétchène. Et il y a une citation qui parle justement de Tolstoï et c'est sa femme qui dit, en parlant de Tolstoï lui-même, il est prêt à abandonner ses enfants car ça l'amuse de galoper à cheval, d'admirer la beauté de la guerre et d'entendre siffler les balles. Eh ben, je connais pas grand monde moi, qui ont du gros fun à faire ça dans la vie. Juste avant, Tania, Oui. tu viens de dire quelque chose et là, ça vous engage à rien, personne autour de la table, mais on se part un podcast comme la première saison où on parle de l'œuvre de Marcel Proust et on appelle ça le pas de Proust. Pas de Proust. Mais là, ça vous engage à rien. Dites pas oui tout de suite. Là. Pensez-y. On va y penser. Ouais. Pour ce qui est de ma bande dessinée, il n'y a pas de citation de Proust. On cite Machiavel, par exemple, à un certain moment. Mais personnellement, là, une phrase là, qui m'a vraiment accroché, c'est la femme de Jaurès qui, elle, quitte en vacances. Et là, finalement, Jaurès peut pas y aller parce qu'il est bien occupé à promouvoir la paix, le pain aussi probablement parce qu'on est en France, mais surtout la paix. Et là, le train s'en va et en plus la bulle est dans le wagon de charbon. Il dit, j'essaierai de te rejoindre une semaine dès que possible. Et là, elle dit, en 2 bulles, oui, bien sûr, comme tous les ans. Et je trouvais ça bien triste pour la madame. Guillaume, Marcel Proust est le deuxième personnage historique qui n'est pas mentionné dans Arc of Vagrant. Mais si vous voulez des bonnes citations, il y en a vraiment plusieurs. Une qui est très chère à mon cœur, c'est Tycho Brahe, peut-être, un astronome, qui dit à Kepler que le Soleil orbite autour de la Terre. Kepler lui répond, oui, mais et si la Terre tournait autour du Soleil? Et Brahe qui lui répond, et si ta femme tournait autour de mon 3 petits points. C'est le genre de réplique qu'on voit à profusion dans Arc of Vagrant. C'est une traduction très libre et très approximative. Je suis vraiment content que tu aies fait ce choix-là, Guillaume, pour désamorcer toutes mes affaires. Ouais, je vais te les prêter. Je pense que ça va te faire du bien. Oui, il va en avoir besoin. Ton bien-être est très important pour moi. Troisième question, est-ce que la première scène de meurtre et la première scène de sexe... Eh bien, dans Giant, Michael c'est un humaniste. C'est pas quelqu'un qui a besoin de vulgarité et de violence pour passer son message. Donc, tout ça est suggéré. Il y a un personnage qui se fait tapocher, quand même, assez solidement, mais donc pas de meurtre, c'est tout. C'est très bien. Ben écoute, il y a les deux dans les cahiers russes, mais je te dirais que quand la prémisse de la BD, c'est l'assassinat d'une journaliste militante, je pense qu'on peut laisser faire pour ça le donne reste. le ton. Je parle de la Première Guerre mondiale, hein? Donc, premier meurtre. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale? C'est le groupe, là, François Ferdinand. Le groupe. Exactement, l'assassinat de... Ils sont fait take out. Je vois la musique trop fort, la guerre commence. Mais c'est à peu près ça qu'on raconte, donc ça commence là-dessus parce qu'il fallait placer aussi qu'est-ce qui a déclenché, du moins, la Première Guerre. Et fait à noter, assez intéressant, c'est que le jeune tueur de François Ferdinand et de sa femme avait une petite capsule, là, une petite pilule pour se suicider. Ouais, une petite pilule. Ouais, mais son poison était pas assez fort. Donc, il est juste malade. Puis, il meurt pas. Donc là, il a voulu se suicider avec un fusil, mais on a réussi à l'arrêter finalement. Bon. Et évidemment, à la fin, il y a la mort de Jean Jaurès. Il ne doit pas avoir beaucoup de sexe là-dedans. Tout le monde t'a habillé jusqu'au col. Ouais, vraiment. Donc, il n'y a pas de sexe. Avec du gros linge. Je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas. De mon bord, les BD de Keith Beaton sont quand même très légères. Alors, côté meurtre, la première mort qu'on voit, c'est un peu hors champ. C'est en page 27, où est-ce qu'on reprend Macbeth. C'est quelqu'un qui ramène la tête de Macbeth, mais ils savent pas trop quoi en faire, fait qu'ils la mettent dans un pot à fleurs. Pour le premier meurtre visible dans la bande dessinée, c'est page 110, où est-ce qu'un galant chevalier est jaloux d'un chat qui a ramené une souris morte à sa dulcinée. Alors, il décide de décapiter un rival pour mettre sa tête à lui dans le soulier de la dite princesse. Et côté tout nu, il faut attendre la page 114. Encore une fois, c'est Shakespeare qui passe au cash. C'est le roi Lear qui pète sa coche et se met tout nu dans la tempête. Bon. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Eh bien, dans Giant, c'est sûr que c'est un milieu d'hommes. Hein, les ouvriers en 1930, il n'y avait pas beaucoup de femmes sur le chantier. Il y a une photographe, par exemple. Il y a une photographe très moderne.
qui est basé sur une... J'oublie son nom, j'aurais dû prendre des notes. Dorothea MacPhail, je pense, qui est basé sur une photographe, une vraie photographe, et il y a la femme de l'ouvrier décédé qui va venir à New York. Donc voilà pour Giant, quand même. Dans les cahiers russes, on se rappellera que la prémisse, c'est parler d'Anna Politkovskaya, qui a été malheureusement assassinée. Ben oui, elle-même. D'ailleurs, tu le dis très bien. Hein? Oui, hein. Presque aussi bien que je dis Gotthard Rum. Gotthard Rum, oui. Anna Politkovskaya, qui est présentée comme une femme forte, bien sûr, et un peu, sans dire naïve, mais tu sais, qui comprend pas en fait l'image qu'elle peut projeter, parce qu'à un moment donné, on raconte dans le livre qu'elle était partie en voyage, puis il y a une femme dans l'immeuble où elle habitait à ce moment-là qui a été assassinée, qui correspondait plus ou moins approximativement à sa description physique. Donc, tu sais, cheveux blancs, gris, un peu petit, tout ça. Puis quand ses enfants essayaient de faire comprendre que c'était parce qu'il y en avait après sa vie à elle s'en rendait pas nécessairement compte. Puis, à un moment donné, alors qu'elle prend l'avion pour se rendre justement à Beslan pour essayer d'aller négocier avec les preneurs d'otages, elle s'est fait empoisonner dans l'avion. Puis elle a réussi à survivre quand même à cet empoisonnement-là. Probablement commandé par le Kremlin. Alors, c'était le même poison que Jean Jaurès. Peut-être, mais je te dirais que même dans cette BD-là, Monet, on parle d'un autre empoisonnement, un autre endroit, et on connaît pas trop la consistance de ce poison-là, parce que c'est un secret d'État. Alors, on le saura jamais. Le Kremlin garde le secret là-dessus. Peut-être qu'au marché noir du Vieux-Port, on pourrait en trouver. Peut-être qu'on pourrait en trouver de ça. Dans Jean Jaurès, on parle de politique en France au début du 20e siècle. Donc, évidemment, il n'y a aucune femme là-dedans, ou presque pas. Sinon, on les appelait encore presque des sorcières, si jamais elles se mêlaient de la politique. Il y a la femme de Jean Jaurès qui est là, qui un personnage qui me semble intéressant à développer quand même, parce qu'elle a quand même des idées. Elle a quand même un bon sens de la répartie aussi à travers tout ça. Elle s'appelle Louise, mais malheureusement, Ray McCutty, qui est McCutty, je sais pas, qui est au dessin, a peut-être un petit peu de misère à dessiner des femmes qui ont l'air à des femmes. Ils ont vraiment un très très bon côté masculin là, dans tous les personnages féminins. Bref, il y a plus de chapeaux que de femmes dans la BD de Jaurès. Kate Beaton, en tant qu'historienne et en tant que femme, aime beaucoup mettre le projecteur sur des femmes qui ont été longtemps négligées par l'histoire. On pensera notamment aux sœurs Bronte, Anne, Charlotte et Emily, qui sont toutes trois des grandes auteurs, mais qui à l'époque ont dû prendre des noms plus masculins pour être plus publiables. Alors sont devenus Acton, Kerr et Ellis Bell. Acton, Kerr et Ellis, mais Bell le nom de famille des trois. Mais dans la BD, vu que c'est vraiment épais, ils ont décidé de changer de nom et on a eu droit à Jane Eyre, écrit par Johnny Guns, et Wuthering Heights, écrit par Bruce Punisher. Et dans le tome 2, on a vraiment un délire total, justement, sur des personnages féminins forts, mais à la sauce ridicule que c'était des auteurs masculins qui les ont faites. Alors, on a 3 filles en saute de cuir, dont une que ses seins sont cachés par des verres fumés, une autre qui a des... D'autres qui ses seins sont cachés par des eye patchs de pirates, puis l'autre, elle a une brassière en missile. C'est savoureux. Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière tu sais, moi, je suis pas... là, je parle à la radio. Mais je suis pas nécessairement quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie, tu sais, en général, là. Mais j'irais peut-être prendre une bière avec Giant. On pourrait s'asseoir les deux. Moi, je prendrais pas de bière, puis lui, il prendrait une bière, puis là, on se dirait rien. Ce serait parfait. Ouais. Ben, moi, j'ai jeté mon dévolu, en fait, sur Al Mansour, qui se trouve être un nom d'emprunt. En fait, c'est un homme qui était missionnaire, qui est arrivé, justement, un peu à brûle pour point, hein, pour défier la Russie des tsars à l'époque, et d'un personnage assez fascinant qui a donné un peu l'amorce de ce conflit traité dans cette bande dessinée. Moi, je voudrais prendre une bière avec Louise, la femme de Jean Jaurès, parce que le bon sens de la répartie, elle a l'air quand même assez quick sur des affaires. Elle s'intéressait à la politique aussi, puis elle a l'air seule, pauvre femme. Je pense que pour l'époque, il faudrait l'appeler Madame Jean Jaurès. Probablement, oui. Ça parle de tellement de monde dans Arc of Grant, là, c'est à peu près l'équivalent de dire avec quel personnage connu t'aurais voulu souper. Là. Ben moi, j'irais avec Benjamin Franklin, imprimeur, auteur, écrivain, naturaliste, inventeur, homme politique et party animal. Est-ce que vous trouvez un parallèle avec votre propre vie? Moi, je suis pas très manuel, donc j'aime pas tant les hauteurs, mais j'aime beaucoup New York. Donc c'est ça mon lien. Je suis pas irlandais non plus. Non, la révolution tchétchène n'a rien à voir avec ma propre vie, heureusement. Ouais. Je suis pour la paix, mais toujours en vie.
Guillaume Plante est le 3e personnage historique non mentionné dans cette série. On a encore quelques questions. Est-ce que vous recommanderiez cette BD à votre mère? Oui, ben oui, c'est une belle histoire. C'est un beau pan de l'histoire, des beaux personnages, des beaux dessins. Ben oui, si je veux qu'elle pleure pendant 3 semaines. Ben voyons. Non, parce que c'est un peu juste un gag d'avoir acheté cette bande dessinée-là. Fait que là, je l'ai poussé trop loin en parlant aujourd'hui. Peut-être. Je sais pas si le type d'humour, c'est un peu sa tasse de thé, là, mais c'est très recommandable quand même. Ma dernière question, une question bonus pour cette semaine. Est-ce que votre BD, ça serait meilleur ou ça se pourrait en science-fiction? Giant, oui, ça se pourrait. Au lieu de construire un gratte-ciel, il construit un vaisseau spatial, genre ou la station spatiale Tranxium 66. Oui, on pourrait faire probablement la même histoire. Sachant que c'est très triste et C'est ancré universel. dans le grand réel, je dirais que non, que les Tchétchènes se fassent tuer par des guns laser, ça serait pas mieux. Ce serait pas mieux, hein? Ben, je pense que oui, parce qu'un terrien qui veut la paix contre des extraterrestres comme la base de à peu près 152 films, donc ça se pourrait très bien. Ben moi, il y a des bouts avec Jules Verne et H.G. Wells, alors oui, c'est bon aussi. Et dernière question, vous l'attendiez tous, l'accord BD breuvage pour votre bande dessinée. Alors moi, c'est un personnage irlandais, donc ça serait très simple. Ça serait à moitié Guinness, moitié crème de menthe, moitié... c'est ça. C'est tout, hein? Ah C'est ouais, tout. c'est vraiment irlandais, la crème de menthe champion. C'est vert. C'est vert, c'est C'est vert. vert, ah ouais, c'est vert. De mon côté, pour les cahiers russes, je me clencherais un 40 onces de vodka d'une traite pour faire un coma de 2 semaines et oublier tout ce que j'ai lu dans cette BD, tellement que c'est triste. Ben, moi, je pense que je prendrais ça avec un champagne, pas pour célébrer, mais plutôt parce que c'est emblématique de la France. Georges Jaurès est un personnage emblématique de la France. Et les petites bulles qui pétillent, là, ben, c'est comme une représentation microscopique de la guerre. Ptou, 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 ptou. Ah, ouais. Voilà. Pour Arc of Vagrant, la pastille de goût que je lui donne, c'est pertinent et impertinent. Faut vraiment, en lisant ça, on peut dire que c'est la meilleure façon de le décrire. Et je recommande de lire ces bandes dessinées-là en buvant tout simplement le plus vieux vin de l'espace Elie que vous allez trouver à la SAC. Bon, parfait, merci. Mon Dieu, c'était court, Guillaume, tu m'as pris au débribus. Alors, Je t'ai pris à l'abribus. oui, c'est ça. Alors, le goniomètre a tranché. Cette semaine, les deux BD qui seront sauvegardés, pour lesquels vous devrez voter, c'est les Carnets russes et Giant. Bravo! Bravo Splendide. à tous. Bon succès. Splendide. Alors, voilà pour l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on va parler de BD jeunesse. Et vous serez même pas là, Tania et Alex. Eh non. Mais Ça a non, pas de on sens. a un congrès de tintinologues. À l'Université du Québec à Beauceville. En tout cas, bon congrès. Merci. Donc, Alex Drouin, merci beaucoup. Plaisir. Tania Beaumont, merci beaucoup. Plaisir. Guillaume Plante, merci. Ça fait plaisir. Mon nom est François Anger. Allez nous aimer sur Facebook. Allez télécharger nos balados sur iTunes. On vous laisse donc avec l'émission Rock et Gaz.